Bonjour, ici Yvan Touchette et bienvenue à Bible et Archéologie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle série concernant les histoires bibliques de Noé et du déluge. Voici la première partie, le déluge global de la Terre. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arche de Noé. Est-ce que l'arche de Noé est un mythe, une légende ou c'est un événement qui est réellement arrivé? On va regarder ça ensemble. Premièrement, l'histoire de Noé nous vient de la Bible. La Bible, c'est 66 livres écrits sur plusieurs centaines, voire milliers d'années. Et le premier livre de la Bible, la Genèse, c'est là où on raconte l'histoire de Noé. La Genèse, ça veut dire l'origine de l'humanité. On peut voir l'histoire de Noé dans la Genèse 6, 7 et 8. Dans l'histoire de Genèse, ça raconte qu'à un moment donné, il y avait sur la terre, les hommes avaient des pensées dans leur cœur toujours de faire le mal. Tous les jours, ils pensaient à faire le mal. Il y avait une grande violence. C'était une époque où il y avait des géants aussi sur la terre. Et par contre, Noé marchait avec Dieu. Et Noé trouvait grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu a dit à Noé, je vais détruire la terre. Et Dieu a demandé à Noé de faire un arche. Noé, lui, avait 500 ans lorsqu'il a eu ses 3 fils. Et à 600 ans, c'est là que le déluge est arrivé. Dieu a dit, fais-toi un arche, il va à peu près 300 coudées de longueur, 50 coudées de hauteur, 30 de largeur, sur 3 étages. Et Dieu a dit, fais entrer dans l'arche 2 animaux de chaque espèce, un mâle et une femelle de chaque espèce, pour les garder en vie avec toi. Dieu a amené à Noé tous les animaux, et Noé fait entrer un mâle et une femelle de chacune des espèces d'animaux, et ça a rentré dans l'arche. Après, Dieu a ouvert les écluses des cieux et les sources du grand abîme, et cela a inondé la terre au complet, seulement que Noé et ceux qui étaient dans l'arche ont été sauvés. Le déluge est monté et ça a couvert toutes les hautes montagnes au complet du globe. Donc, on parle ici d'une inondation qui était globale. Les eaux se sont retirées et l'arche s'est arrêtée dans les montagnes d'Ahara, c'est en Turquie. Dans cette histoire, on a 4 choses vraiment invraisemblables qui est racontées. Premièrement, on parle d'un déluge mondial, la Terre au complet. On ne parle pas juste d'un petit déluge local, c'est la Terre au complet. On parle des gens qui vivaient des centaines d'années. Noé avait 600 ans quand le déluge est arrivé. Il a vécu encore 350 ans après. On parle d'une époque où il y avait une grande violence sur la Terre. Il y avait des géants aussi, imaginez. Et on parle aussi d'un bateau qui a rentré tous les animaux de la Terre dans un bateau. Un couple de chaque animal de la Terre dans un bateau. C'est ça, quand même, on regarde ces 4 points-là, c'est vraiment invraisemblable. Est-ce que c'est possible? On va le voir au niveau géologique. Premièrement, est-ce qu'on a assez d'eau sur la Terre pour couvrir toute la Terre? Il y en a qui se souviennent de Jacques Cousteau, c'est un océanographe, quelqu'un qui étudie les océans. Et dans son livre Le monde des océans, il raconte que si on descend les montagnes, on remonte tous les abysses de l'océan, il y aurait 3 km d'eau qui couvrirait entièrement toute la Terre. Donc, oui, on a assez d'eau. On a assez d'eau. Avec 3 km au-dessus de au-dessus de la Terre, donc c'est sûr qu'il y a assez d'eau sur la Terre pour couvrir toute la Terre en entier. Si on regarde maintenant au Chili, qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Ils ont fait des travaux d'élargissement d'une autoroute et ils ont découvert plus de 40 squelettes de baleines au milieu d'un désert. Ça, vous pouvez voir ça aujourd'hui. Ils ont fait un site touristechili.com. Vous pouvez voir ça. Les photos, c'est plusieurs baleines. Il y en a qui ont enchevêtré une par-dessus l'autre. Il y a 40 baleines. On s'entend que c'était pas juste un petit ruisseau, là. C'était la mer qui était là. Donc, c'est pas proche de la mer, c'est vraiment en plein milieu d'un désert. Donc, on voit que à une certaine époque, il y avait de l'eau à cet endroit-là, une grande quantité d'eau. Si on regarde ici la photo du mont Everest, on peut voir qu'ils ont trouvé des fossiles marins au haut du mont Everest. On peut voir ça dans les sciences et découvertes, sciences et environnement. Là. Vous pouvez voir justement des fossiles marins. On sait qu'on a des fossiles marins au sommet du mont Everest, donc probablement que la Terre était complètement inondée d'eau à une certaine époque. Et quand on regarde un déluge, il y en a qui se souviennent du déluge du lac Saint-Jean,
On peut voir la maison qui était fondée sur le roc, elle qui est demeurée, mais tout ce qui était alentour, ça a tout été détruit. On voit qu'il y a eu un changement brusque qui est arrivé sur la Terre quand l'eau s'est déferlée, quand ça a tout emporté ce qui était alentour. Est-ce qu'on pourrait voir justement un changement brusque sur la Terre qui viendrait d'un déluge? On va regarder ici la photo. Vous voyez un arbre qui est complètement debout. Un arbre qui était fossilisé, complètement debout. Sur plusieurs strates. Et selon l'hypothèse des évolutionnistes, on peut voir que au plus bas, c'est les premières strates qui sont arrivées en premier, après ça les autres. On calcule des milliers, des millions d'années à chacune des strates. Donc c'est impossible dans ce cas-ci qu'on ait un arbre qui est resté debout pendant des milliers, des millions d'années sans qu'il ait tombé ou pourri. C'est quelque chose qui ne marche pas, ça se fait pas. Si on regarde ici la photo de la libellule, on peut voir les traits, on peut voir les marques des ailes, le détail des ailes dans ce fossile-là. Donc, c'est arrivé subitement pour qu'on puisse, pour que la libellule ait le temps de se désintégrer. Donc, c'est une mort qu'elle a subie subitement. Des changements brusques comme ça, on peut observer en 1980 qui est arrivé un changement brusque qui est arrivé suite à l'éruption du mont Sainte-Hélène, un volcan qui a fait éruption. C'est sûr qu'ici on ne parle pas d'inondation, mais on parle d'une éruption volcanique. Quand on regarde le volcan, quand il a poussé, le volcan a sorti, il a amené de la terre et des roches dans le ciel partout et ça a tout tourbillonné et ça a retombé sur le sol. Et on a vu apparaître en l'espace de 3 heures 25 pieds de strates sédimentaires qui est apparu en 3 heures seulement. Là, c'est sûr, on parle d'un volcan, mais c'est le même principe. Si on prenait les petits contenants là, avec des flocons qui descendent, qu'on brasse ça, puis on voit dans l'eau, ça descend tranquillement. Quand on brasse de l'eau avec des objets dedans, c'est le même principe qui arrive. Tout ce qui est plus lourd va tomber en premier et le plus léger va arriver par après. C'est ce qui est arrivé, c'est le même principe avec le volcan. Et on peut voir que la formation est arrivée en l'espace de 3 heures seulement. Ça n'a pas été des millions d'années. Si quelqu'un aujourd'hui passait dans cette région-là, il pourrait penser, selon la théorie évolutionniste, que les premiers stades, au fond, complètement, ça date des millions, des milliers d'années. Puis qu'en haut, c'est plus récent. Mais en réalité, ça a pris seulement 3 heures. Ah, ça s'est fait former en seulement 3 heures. Pas des millions d'années. Et si on regarde la formation d'un canyon, ce qui est arrivé en 1982, il y a eu une deuxième éruption. Ça s'est fait pendant l'hiver. Il y avait de la neige alentour du volcan, en haut du volcan. Et quand le volcan a fait l'éruption, ça a fait fondre la neige. Et là, la neige, ça a fait beaucoup d'eau qui a coulé avec la boue. Et il y a un canyon qui s'est formé en une seule journée. Le canyon, il y a 40 mètres de large, 45 mètres de 40 mètres de haut, excusez, et 45 mètres de large. Et ça s'est formé en une seule journée. Imaginez. Ce qu'on peut voir aussi au niveau du canyon aujourd'hui, c'est qu'il y a une petite rivière, une petite crique, un petit ruisseau qui coule au milieu du canyon. Aujourd'hui, on amènerait des étudiants pour regarder ça et pour penser que à ce moment, il y avait une plus grande rivière, ça l'a érodé et que ça l'a fait le canyon. Et pourrait dire que ça a des milliers, des millions d'années. Mais en réalité, on a pu observer que ça s'est fait en une seule journée. Et là, je veux mentionner quelque chose, c'est que au niveau de la science, c'est simple la science, c'est pas compliqué. Là. La science est basée sur l'observation et sur l'expérimentation. Donc on observe des choses, on fait l'expérimentation, après ça on en conclut, on met une conclusion sur nos hypothèses qu'on a émises. C'est comme la loi sur la gravité. Il y a eu une observation qui s'est passée, on a fait des calculs, et là on est arrivé qu'on a trouvé la loi de la gravité. La loi de la gravité a toujours existé, mais c'est là qu'on l'a découvert par l'observation. Si on regarde ici la photo du Grand Canyon, plusieurs ont pensé que les strates qui étaient complètement en bas avaient des milliers, des millions d'années et que ça monte jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce possible que, suite à une grande inondation, que le Grand Canyon a été formé par l'eau rapidement et par après on a vu apparaître la rivière au fond du canyon? Un peu comme on vient de voir. Mais oui, ça se peut parce qu'on l'a vu.
On l'a vu au Mont-Sainte-Hélène, qu'est-ce qui s'est passé, la formation du canyon en une seule journée. Donc c'est quelque chose qui est possible. Et quand on regarde aussi un autre événement qui est arrivé, c'est quand la lave elle a tombé dans un lac. Ça a fait une immense vague. Et la vague est allée complètement dans la forêt à côté. Elle a ramené plein de billots de bois, des arbres brisés. Et on a retrouvé, vous allez voir sur la photo, des arbres debout. Et quand ils sont allés voir avec des plongeurs radars et des sous-marins, ils se sont rendus compte qu'il y avait des billots de bois qui avaient tombé au fond de l'eau et étaient enterrés par 1 mètre de sédiments. Donc ça explique, ça s'est fait rapidement, là. Donc c'est ce qui fait qu'on peut expliquer aujourd'hui facilement pourquoi on voit des fossiles d'arbres debout sur plusieurs strates. Ça n'a pas pris des milliers, des millions d'années, ça s'est fait rapidement. Et là, je vais faire une petite parenthèse au niveau des datations radiométriques sur la méthode que les gens utilisent pour dire que les roches ont des tant de milliers de millions d'années. Le principe, c'est que on a un élément radioactif et avec le temps, il va perdre sa radioactivité pour devenir un élément non radioactif. Si on sait que ça prend tant d'années pour perdre un pourcentage de radioactivité, si on regarde la radioactivité d'une roche, on peut dire, bon, initialement, si on suppose qu'elle avait tant de niveaux de radiation, la roche peut avoir des milliers, des millions d'années. Le problème avec cette théorie-là, c'est que qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Est-ce qu'il y a un événement qui est arrivé qui a fait en sorte que la roche avait perdu beaucoup de radiation rapidement? Et là, j'ai mis, juste pour vous montrer une image, j'ai mis un bol d'eau ici. Vous voyez, avec les 4 chandelles, on voit de l'eau qui est là. Et après 90 jours, dans le bol d'eau, là, il ne reste plus d'eau, on voit juste des restants de calcium ou de résidus de minéraux qu'il y avait dans l'eau. C'est ce qu'on voit avec les chandelles, il ne reste plus d'eau. Mais est-ce que ce bol d'eau-là aurait pu rester plus longtemps que 90 jours? Est-ce qu'il y a un élément externe qui est venu pour interférer notre hypothèse? Ici, on voit le chat. Qu'est-ce qui est arrivé? Si on regarde, le chat est allé boire de l'eau. Donc, nos données sont fausses. Ça ne prend pas 90 jours pour faire évaporer toute cette eau-là. Ça prend plus de temps que ça. Parce que le chat est venu boire, il est venu interférer. C'est la même chose avec les radiations des roches. Il y a des éléments qui viennent modifier la radiation. On sait que de l'eau va venir modifier la radiation des éléments. Il va perdre beaucoup plus rapidement de la radiation à cause de l'eau. Donc, on a vu précédemment que la Terre était complètement inondée d'eau. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on ne peut pas se fier sur cette hypothèse-là, sur ces données-là, parce qu'il y a eu des éléments qui sont venus interférer les informations. Donc, ces données-là ne sont plus fiables. On ne peut pas se fier à ces données-là de méthode de datation radiométrique ou peu importe. Au niveau des strates non plus, on a pu voir qu'on ne peut pas se fier sur ces données-là. S'il y en a qui veulent plus voir les renseignements au niveau de la datation ou de l'âge de la Terre, vous pouvez voir le site scientifique créationniste.com. C'est juste créationniste.com. Vous allez voir, c'est des articles scientifiques au niveau de la datation, au niveau de l'âge de la Terre et autres. Maintenant, le Mont Sainte-Hélène, si on revient à notre histoire, le Mont Sainte-Hélène nous a permis de voir des changements qui, selon certains scientifiques évolutionnistes, nécessiteraient des millions d'années. Mais nous, on a vu ça apparaître en l'espace de 3 heures ou en une seule journée, des changements qui étaient arrivés et qui, pour certaines personnes, auraient pu prendre des milliers, des millions d'années. Et si on regarde la mort d'un dinosaure ou d'un animal, s'il meurt d'une façon naturelle, c'est qu'on va trouver des os un peu éparpillés. Parce qu'il va y avoir eu des charognards ou d'autres animaux qui ont venu manger, qui s'est décomposé tranquillement. Et c'est comme ça, quand on retrouve des os un peu éparpillés, c'est une mort qui est probablement naturelle. Mais quand on regarde, on découvre des ossements, on trouve le fossile au complet. Au complet. Ça veut dire que c'est probablement que c'est arrivé subitement et rapidement. Et là, on peut voir ici que des mammouths, plusieurs animaux dans l'Arctique, dans l'Antarctique aussi, ont été pris dans la glace et dans la boue, au complet. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé rapidement. Et ça, il y en a des millions, des milliers de fossiles pris dans la boue comme ça, des animaux. Et on parle ici, je vais vous parler du docteur Morris, qui est un physicien.
Lui, ce qu'il a mis comme hypothèse, c'est qu'il y avait, alentour de la Terre, il y avait comme une canopée, une vapeur d'eau qui couvrait la Terre antérieurement. Et cette vapeur d'eau faisait en sorte que c'était comme un effet de serre. Et on avait des températures douces à la grandeur de la planète, au complet, au pôle Nord, au pôle Sud. C'était une température tempérée qui était là. Puis ça empêchait en même temps les précipitations il n'y avait pas de mouvement d'air, donc ça évitait aussi qu'il y ait des précipitations. Et la Genèse mentionne une chose, c'est que au début, il n'y avait pas de pluie, c'était une vapeur d'eau qui montait de la terre qui arrosait le sol. Je me souviens aussi d'avoir vu une vieille photo. C'était un tronc d'arbre, un feuillu, mais c'est un feuillu qui avait trouvé ça au pôle Nord. Et on sait que les feuillus ne poussent pas au pôle Nord. Il va y avoir des feuillus qui vont pousser plus dans les régions au sud. Après ça, il va y avoir les conifères, il va y avoir la toundra, les lichens. Après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui pousse complètement dans le nord. Mais au pôle Nord, on a trouvé ce fossile-là, cet arbre qui était un tronc d'arbre de feuillus qui était là. Et dernièrement, je ne sais pas la photo de ça, mais dernièrement, j'ai pu voir un article qui disait qu'on a trouvé une forêt tropicale au pôle Nord. Donc, ça confirme ce que j'avais vu antérieurement. Et ça explique la théorie du Dr. Morris, du physicien. Ça pourrait expliquer pourquoi on a des forêts tropicales au pôle Nord, parce que la température était tempérée partout alentour de la planète. C'était vapeur d'eau qui était alentour de la planète, c'est elle qui est tombée, qui allait tomber sur la Terre, parce que dans la Bible, ça mentionne que lorsque le déluge est arrivé, Dieu a ouvert les écluses des cieux. Et aussi les sources du grand abîme ont jailli, qui a fait en sorte que la terre était inondée. Et quand la canopée qui était alentour, qui gardait, ça faisait comme un effet de serre, qui gardait cette température-là, la chute, ça l'a tombé. C'est ce qui a provoqué des froids immenses au pôle sud et au pôle nord, qui a fait que les animaux ont été figés là dans la glace et dans la boue. Et une particularité aussi qu'ils ont remarqué, ils ont trouvé des fossiles d'arbres. Et dans ces fossiles d'arbres-là, il y avait de la résine. Et la résine, ils avait des bulles d'air dedans. Là, ils ont analysé la quantité d'oxygène qu'il y avait dans ces petites bulles d'air-là. Ils se sont rendus compte qu'il y avait 50% plus d'oxygène dans ces petites bulles d'air-là. Donc, le monde antérieurement avait beaucoup plus d'oxygène qu'aujourd'hui. Ça a apparu dans la revue scientifique Discover de février 88, à la page 12, vous pouvez voir. Je n'ai pas la revue avec moi, mais vous pouvez faire juste vérifier avec cette revue-là. Il y avait 50% plus d'oxygène à cette époque-là. Et le Dr. Morris, lui, ce qu'il a mis comme hypothèse, c'est qu'il y avait, avec la canopée qui était alentour et l'oxygène qu'il y avait en plus, c'était comme un caisson hyperbare. La pression atmosphérique était probablement plus élevée, ce qui ça faisait comme un caisson hyperbare. Et un caisson hyperbare, c'est comme une chambre pressurisée, parce qu'on fait augmenter la pression atmosphérique artificiellement et on rajoute plus d'oxygène. On s'est rendu compte que les gens pouvaient guérir plus rapidement dans cet environnement-là. Cette voûte aurait filtré les rayons nocifs du soleil ou de l'espace, qui réduit les taux de mutation dans les cellules vivantes, qui fait en sorte que les gens pouvaient vivre très longtemps et diminuer le taux de vieillissement et de mort. Et dernièrement, on a lu aussi un article qui est apparu en 1er décembre 2018 plutôt, c'est André Fauteux. Dans un des articles, il disait qu'il parle de l'oxygénothérapie hyperbare. Une nouvelle arme contre les maladies neurologiques et environnementales. Ça dit que l'oxygène pressurisé permet de neutraliser les radicaux libres qui causent le vieillissement prématuré. Donc, ça confirme aussi l'hypothèse du docteur Henry Morris qu'en étant dans un environnement ici, comme un caisson hyperbare, mais naturel, à la grandeur de la planète, les gens pouvaient vivre très longtemps. Et quand on regarde le graphique, on peut voir ici le graphique des âges, on peut voir qu'avant le déluge, les gens vivaient jusqu'à 950 ans. Et après le déluge, les hommes ont commencé à mourir de plus en plus rapidement. Noé, lui, il avait 600 ans quand le déluge était arrivé. Il a vécu encore 350 ans. Sem, son garçon, il avait 100 ans quand le déluge était arrivé. Il a vécu encore 500 ans. Il a vécu 600 ans. Et là, plus ça va, plus ça descendait, les gens mouraient de plus en plus rapidement, à cause justement probablement que la canopée n'était plus là pour protéger contre les rayons nocifs. Il commençait à avoir des mutations négatives dans les cellules reproductrices et les gens commençaient à mourir de plus en plus jeunes. Et quand on regarde ici, on a trouvé dans le livre historique juif, qui était écrit il y a 2000 ans, de Joseph Flavius,
ça mentionne quelque chose d'intéressant. Ça dit, j'ai là-dessus le témoignage de tous ceux, grecs et barbares, qui ont écrit des antiquités. Tous sont d'accord avec moi et rapportent que les premiers hommes vivaient jusqu'à 1000 ans. Wow! Ça, c'est écrit dans un livre historique. À cette époque-là, Joseph Flavius, c'est un historiographe, il racontait l'histoire, il écrivait ce qui se passait dans son temps. Et il parlait avec d'autres historiographes, que ce soit des Grecs, Égyptiens, Syriens, peu importe. Et tout le monde était d'accord, personne ne s'ostinait là-dessus. Tout le monde était d'accord que les premiers hommes vivaient jusqu'à 1000 ans. Pour eux, c'était pas une légende ou un mythe, c'était un fait qu'ils écrivaient dans les livres d'histoire. Les hommes, entièrement, vivaient jusqu'à 1000 ans. Maintenant, on va parler comment est-ce que toutes les espèces d'animaux, on peut entrer dans l'arche. Dans un seul bateau. C'est quand même particulier, c'est que là, on va commencer à parler de la génétique et les nouvelles découvertes qu'ils ont fait au niveau de la génétique. Selon le professeur universitaire en génétique, Marcel Gestrich, qui est physicien, il y a plusieurs mutations qui peuvent arriver. Pas juste lui qui mentionne ça. Si on parle avec des gens qui étudient la génétique ou même en sciences, on sait aujourd'hui qu'il n'y a aucune mutation positive qui arrive, seulement des mutations neutres et négatives. Là, Sylvain, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que il ne peut pas avoir d'évolution. On ne voit pas d'évolution. Le docteur, ce qu'il voit, plutôt, c'est une dégradation qui arrive, qu'on voit. C'est-à-dire que pour qu'on puisse évoluer, un exemple, je ne sais pas, que les mains et les pieds puissent se placer d'une façon que l'homme puisse marcher debout, ça prend une évolution, ça prend une mutation positive à l'animal pour qu'il puisse se développer et grandir, commencer à marcher, voler ou faire ce que tous les animaux font. Mais au niveau de la génétique, on ne voit pas ça. Et là, je veux juste vous mentionner que vous rappelez que la science est basée sur l'observation et l'expérimentation. Et que l'évolution, c'est tout seulement qu'une théorie et que maintenant, avec tout ce qu'on a parlé tantôt et avec la génétique, on peut voir que cette théorie-là n'est pas valable. Elle ne tient plus la route. Avec ces découvertes en génétique qu'on vient de faire, l'évolution, là, c'est disparu. Maintenant, ce qu'on peut voir dans les gènes, c'est pas une évolution, c'est une dégradation des codes génétiques qui arrivent. Et là, si on regarde ici, toutes les espèces au début, c'est comme si, au début, il y avait tous les gènes, et après ça, il y a eu des mutations qui étaient arrivées, et les gens ont perdu certains gènes, et certains groupes de personnes ou d'animaux qui ont perdu certains gènes se sont multipliés en eux, et ça fait toute la variété des espèces qu'on voit aujourd'hui. On sait aujourd'hui, si on regarde, un exemple, par tous les races de canins, les loups et tout le reste, on peut parler même que ce soit des petits chihuahuas ou des bergers allemands ou des dobermans, peu importe, des caniches. Tous les chiens ou les canins descendent d'un ancêtre commun qui ressemblait au loup. Lui, il avait tous les gènes, et après ça, il a commencé à perdre des gènes, et on a pu voir toute la variété qu'on voit aujourd'hui. Donc, à une certaine époque, il n'y avait pas toute la variété d'animaux qu'on voit aujourd'hui. Il y avait une espèce. Et Noé a pris un mâle et une femelle de chaque espèce. Ces espèces-là avaient tous les gènes. Et, quand le déluge, quand la canopée a tombé, il a commencé à avoir des mutations négatives. C'est comme là qu'est arrivé une variété dans l'espèce animale et dans les hommes aussi. C'est pour ça qu'on a des caractéristiques différentes d'une région à une autre. Selon le Dr. Gestrich et plusieurs autres scientifiques, l'évolution, c'est seulement qu'une philosophie. On ne peut même plus classer ça comme une théorie maintenant. Elle n'est pas soutenue par des faits scientifiques. C'est comme un conte de fées. Vous voyez la princesse et la grenouille, avec un baiser, elle a eu son prince. Et si on prend un primate ou un animal, un gorille ou un singe, peu importe, comme vous voulez l'appeler, avec le temps, devient un homme. Mais ça, c'est autant un conte de fées un que l'autre. Au niveau de la science, on ne voit pas ça. On ne peut pas dire que c'est scientifique, cette théorie-là. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retourner aussi voir le site créationnisme.com. Et si on regarde au niveau des mathématiques, aujourd'hui, si on veut savoir dans le futur, dans 2050, 2041, combien il va y avoir de personnes sur la Terre, on établit des calculs en fonction de la mortalité, des guerres et toutes ces choses-là qui arrivent. On est arrivé à un taux. On est arrivé à un taux de 1,7%. Et si on parle d'un couple qui commencerait, pour arriver à 6 milliards de personnes, c'est ce qu'on était en octobre 99,
6 milliards de personnes sur la Terre, et donc, on va être conservateur. Au lieu de prendre 1,7% comme taux de croissance, on prend 0,5% parce qu'il y a eu des tests, il y a eu des grandes guerres, toutes autres choses. On va être encore plus conservateur à 0,5% d'augmentation. On arrive, tu prends un couple, après 4300 ans, on arrive à 6 milliards de personnes. Et ces 6 milliards de personnes, c'est ce que nous étions en octobre 99. Au niveau de la génétique, on sait qu'on descend d'un seul homme il y a quelques milliers d'années seulement. À cause quand on regarde la dégradation des cas génétiques de l'homme, on peut voir qu'on descend d'un seul homme il y a quelques milliers d'années seulement. On ne parle pas de millions d'années. Et au niveau des mathématiques, on arrive aussi à la même conclusion. Donc en résumé, on a pu voir que oui, il y a eu un déluge global. D'ailleurs, c'est une des raisons quand la canopée a tombé, il y a eu des froids extrêmes qui étaient arrivés au pôle et l'eau a commencé à geler. C'est pour ça qu'on a encore des glaciers. On regarde dans les montagnes, on voit au Yukon, au Canada ou ailleurs dans le monde. On voit encore dans les hautes montagnes au nord, on voit les glaciers qui sont là. On voit la glace. Parce que la température a tellement descendu rapidement que l'eau a commencé à descendre et l'eau a commencé, à cause du froid, à geler en descendant. Ça fait des glaciers qu'on peut voir aujourd'hui. On a pu voir aussi que les hommes auraient pu vivre des centaines d'années à cause de cet environnement comme un environnement hyperbare et que tous les animaux auraient pu facilement rentrer dans un bateau. Dans le prochain épisode de Bible et Archéologie, nous vous présenterons la suite du reportage sur Noé et le déluge. Les mythes et légendes du déluge à travers le monde.